Alors, je vais continuer ma lecture. Donc, aujourd'hui, je suis toute seule. Chasser le naturel et revient au galop. Non, honnêtement, il est quand même déjà 11 h, je crois. Ouais, pas loin de 11 h. Et on est samedi, et la tante est là. Bon, j'attends. Voilà, c'est mon... Je crois que quand on est malade, quand on est une personne malade chronique, une maladie comme la sclérose en plaques ou la etc., on attend, souvent. Voilà, on est patient. Ah, faut savoir que, comme le disait ma neurologue dans mon remake de ma neurologue dans mon sketch, quand on est patient, on attend, c'est normal, on patiente. Vous patientez, vous êtes le patient, moi je suis la neurologue, donc c'est vous qui patientez et c'est moi qui vous fais attendre. Bref, voilà, donc un petit coup de flotte avant de commencer. Donc, tout le livre sur la fin de vie de ma mère, je l'ai mis, donc le livre PDF, je le mets sur un article sur mon blog, sur castelbourrier.com. Voilà, je vous mets tout le livre complet. Et à la fin, je mets les vidéos que j'ai faites. Alors, je vais l'écrire. Alors, quand ils sont pas propres, ils sont gras. Et quand ils sont propres, ils sont écrits. C'est comme ça. Ça va aller mieux quand ils vont pousser un peu plus. Je vais mettre la lumière. Je vais mettre la lumière, surtout pour bien éclairer. Et pour les yeux, c'est pas top. Alors, déjà, je suis astigmate, et en plus, la sclérose en plaques, et intérêt à être bien éclairé. Comme voilà. Donc, je reprends. Donc là, on est dans la période des chutes. Voilà. C'est bien amusant. Non, je plaisante, c'est pas amusant du tout, du tout. Quoique, avec mon humour légendaire, j'essaye toujours de prendre les choses du bon côté. Ah, on va y arriver. Parce que là, voilà. Et donc, de prendre à la rigolade, c'est mieux. Parce que de toute façon, ça ne change rien au fait qu'elle est tombée, elle est par terre. Bref. Alors, je reprends mon Game Over. Donc, j'en étais où? Alors, j'en étais aux chutes. Alors. Donc, on a vu qu'on a enfin eu le diagnostic. Et maintenant, le mois des chutes. Donc ma mère comptait beaucoup sur moi et refusait toute aide de l'extérieur comme elle avait toujours fait. Le mois des chutes. Alors, durant les mois d'octobre et de novembre 2015, j'attendais d'obtenir un retour de nos démarches sociales. Il nous fallait une assistante de vie pour nous aider à la maison, entre les courses et le ménage. Je restais en observation pour savoir si la maladie allait évoluer rapidement ou non. Chute numéro 1, parce que les médecins nous disaient rien, ils savaient pas eux-mêmes. Même si le pronostic était plutôt mauvais, parce qu'elle avait une forme bulbaire, donc ça a commencé par... la première chute de ma mère, c'était un matin du mois d'octobre. Un rendez-vous avait été pris avec une coiffeuse à domicile. En entrant avec elle dans la maison, après lui avoir ouvert la porte, je parle de la coiffeuse, j'avais vu ma mère par terre dans le salon. J'avais rapidement compris qu'elle venait de tomber. La dame qui était près de moi avait demandé à ma mère si elle souhaitait qu'on l'aide à se relever. Non. Ma mère avait réussi tant bien que mal à se remettre debout et avait même reçu les félicitations de la coiffeuse qui semblait bien comprendre la situation. Je ne me doutais pas alors que cette première chute allait être le début d'une longue série de chutes à la maison. Assez rapidement, ma mère avait compris l'importance de se faire aider par un outil, le déambulateur. Mais cela ne l'avait pas toujours empêché de faire les chutes. Chute numéro 2. La deuxième chute nous avait conduit à devoir appeler les pompiers. Il devait être environ 23 h quand mon père m'appelait. « Christelle, viens, ta maman est tombée par terre !» Sans plus attendre, j'étais descendue le plus rapidement possible des escaliers, autant que cela est possible quand on est atteint d'une sclérose en plaques progressive. Effectivement, ma mère était tombée du canapé sur lequel elle était assise pour voir la télé. Je comprenais vite que ma mère souhaitait que j'appelle les pompiers. Ne connaissant pas le numéro, j'étais remontée dans ma chambre pour chercher sur internet le téléphone des pompiers. Il faut savoir qu'il y a 17 marches d'escalier et qu'à l'époque j'avais pas le monte-escalier, donc c'était pour ma pomme, mais c'était compliqué. Je les avais appelés en leur expliquant pourquoi je leur demandais d'intervenir. Après être descendue pour ouvrir la porte d'entrée et pour prévenir mes parents, je m'étais assise sur l'une des chaises de l'entrée afin d'attendre l'arrivée des pompiers. J'avais vu une lumière bleue clignoter avant de voir entrer 3 grands gaillards à la maison. Après avoir posé quelques questions sur l'état de santé de ma mère, ils avaient sorti des gants bleus pour se protéger les mains avant de porter ma mère en la prenant par les bras. En un court laps de temps, ma mère a été relevée et posée sur une chaise dans le salon. Il n'était plus question pour elle de prendre le risque de se mettre sur le vieux canapé, bien trop affaissé par le poids des années. Le problème des chutes, c'est qu'une fois par terre, ma mère ne pouvait plus se relever seule.
Ni mon père ni moi ne pouvions l'aider à se mettre debout. Chute numéro 3. J'ai vu une faute d'orthographe, bon tant pis. Un soir où elle avait voulu sortir sa chatte personne, à Calmy, dans le jardin. C'est la seule chat qui nous restait, cette personne, non, on avait 3 chats au final, qui restaient de l'élevage. Il a fallu que je m'en sépare parce que je pouvais pas m'en débrouiller toute seule. Ils avaient l'habitude d'avoir tout le temps ma mère, enfin bref. Donc, ma mère n'avait pas vu l'aspirateur qui se trouvait derrière la chaise. Le bruit qu'elle avait fait en tombant était tellement énorme que je m'étais levée de ma chaise pour aller la voir, alors que j'étais en train de dîner avec mon père. Parce qu'elle mangeait plus, bref. Elle était allongée le dos au sol. Heureusement, elle ne s'était pas fait mal. Mon père, surpris de me voir quitter la table, était venu lui poser la question suivante. Tu es tombé? Ce à quoi je lui avais répondu du tac au tac. Non, non, maman était juste un peu fatiguée. Elle s'est dit, allez, je m'allonge par terre pour faire un petit somme. À cet instant, j'avais regardé ma mère et toutes les deux, nous étions mises à pouffer de rire. Voilà. Chute numéro 4. Ah, Ina. Coucou. J'ai commencé à la vidéo. Ah oui. Je disais, je suis là, je suis seule. Je me suis mise là parce que c'était mieux quand même. Alors derrière, avec l'éclairage là, on prend pour une sainte avec le truc sur la tête. Elle sait qui parle. Oh, c'est là, va-t'en, ma vie. Ouais, ça va? Ouais, et toi? Ouais, c'est bien. T'as le sourire, ça va? Ah ouais, j'ai bien dormi. Ce matin. J'ai bien dormi. Ouais. J'ai fait ma classe matinée là. Super. J'étais couché à 2h et réveillé à 10h moins le quart. Donc, À quelle heure? À 10h moins le quart. Ouais, Donc j'ai bien dormi. Et ça fait longtemps que tu es descendu? Ben ça fait un petit quart d'heure. Bon, ça va, J'ai j'arrive pas trop. j'ai senti un peu le pain. Je savais pas si t'allais chercher le pain ce matin ou pas. Ah oui, Eh oui. je l'ai demain. Du coup, je me suis dit, vous voyez, j'ai bien fait. Non, je déconne. Je vais même pas parler. Dis pas. Pas grave. Donc, je lui dis, aujourd'hui, je suis seule, chasser le naturel et revient au galop. Je disais, oh, regarde. On est samedi. C'est le week-end. C'est vrai, hein. On est samedi, c'est compliqué. Voilà. Tu es demain matin directement. Ok. Et, ben voilà. Donc, j'ai commencé à raconter les chutes. J'en ai déjà raconté 4. Et, non, 3. Voilà. C'était la 3e, c'était quand on était à la table avec mon père, que ma mère a fait un compte terrible parce qu'elle a cherché à sortir. Elle ne dînait pas avec nous le soir, du coup. Et elle a sorti la chatte. Elle était tombée parce qu'elle n'avait pas vu l'aspirateur. Je suis sortie, j'ai vu, elle était par terre à manger. Et mon père, il dit, t'es tombée? Et moi, je dis, ben non, bien sûr, elle était fatiguée, tiens, je vais m'allonger. Puis je regarde ma mère, puis on s'était mis à rigoler toutes les deux parce que j'ai. Elle était là, elle partait, ça te fait mal. Voilà, donc je continue les histoires. Voilà. Ben, moi, quand même, je vais débarrasser la cuisine. Je fais vite. Hein, ouais, tu peux entendre, sinon tu peux. C'est le bruit, ça va pas te gêner. Ah, ouais. Tu sais, quand je fais la vaisselle, c'est désagréable. Ouais. Ce fond, là, ça va te gêner. D'accord, ok. Je fais vite. Ok. Tu auras la suite, c'est plus. Ouais. La suite est plus. C'est le moment où tu rentres en action, toi. Ah! Non? À un moment donné où. Ben, à la fin. Voilà, c'est ça. C'est un peu la Arrivé, fin. On est arrivé tard. Là, c'est bien dommage. Là, je pense que. Non, tu n'y es pas encore là. C'est dommage, on est arrivé. Bah oui, mais parce qu'il a fallu un mois. Et encore, c'était. On avait demandé la MDPH en urgence. Ils l'ont quand même pris en considération. Parce que j'ai déposé le dossier en octobre. Ouais, septembre, novembre, décembre, 2 mois. Et tu avais eu l'appui du professeur Lavoge, enfin du CHU, ils avaient quand même. Je pense que quand ça venait un dossier, que ça venait du CHU, que c'est là, à mon avis, ils n'ont pas dû traîner, ils ont dû se rendre compte que c'était. Ils ont bien vu, il y avait 3 personnes handicapées finalement. Mon père, moi et ma mère. Donc c'est quand même des situations d'urgence vraiment extrêmes, quoi. Ouais, c'est vrai. Voilà. D'ailleurs, on s'en rend compte quand je lis tout ça, je dis, oh là là, j'ai vécu ça, mon Dieu. Je l'ai pris à la rigolade, mais je vais te dire que je n'étais pas fière. Ouais. Bon, allez, j'essaie de continuer. Allez, je du coup, la viande, Christelle, qu'est-ce que je te décongèle? Je sais pas qu'est-ce qu'il y a. Il y a les côtelettes, je crois qu'il reste des tournes d'eau, et il doit rester aussi du faux filet. Faux filet. Ouais. Alors, la chute numéro 4. Ce matin-là, ma mère avait voulu sortir encore la chatte dans le jardin. Elle adorait son chat. Hein. Et malheureusement, elle avait raté la petite marche, de telle sorte qu'elle était tombée sans pouvoir ensuite se relever. Marche, on verra ce que c'est. Mon père avait alerté le jardinier qui se trouvait à travailler dans le jardin.
Étant quelqu'un de costaud, il avait réussi à la relever sans difficulté. Pour ça, on n'a pas eu à peine les pompiers. Chute numéro 5, il y en a 7. Hein. Un soir du mois de novembre, en novembre, en voulant étendre le linge, ma mère était tombée. Je l'avais retrouvée par terre, en bas des escaliers, et je ne parvenais pas à la remettre debout. Devais-je appeler les pompiers une nouvelle fois? Non. Je préférais faire appel à un voisin. Il avait eu beaucoup de mal à la lever, mais il avait fini par réussir. Ma mère, elle pesait à peu près 80 kilos. Elle faisait 1m70, c'était quand même une grande femme. 80 kilos, et moi, je faisais à l'époque donc 40 kilos pour 1m65. Chute numéro 6. Un après-midi, cette fois-ci, une fois sortie des toilettes et voulant monter les escaliers pour aller rejoindre sa chambre à l'étage, elle avait renversé la corbeille de clés se trouvant dans l'entrée. Monsieur D, venant souvent à la maison durant cette période, c'était lui à qui j'avais fait appel pour venir nous aider. C'est vrai que là, j'en parle plus tard, parce que je parle des aides qui étaient là, qui nous aidaient, enfin, les gens à qui on faisait appel. Ouais. Et il m'a pas mal aidé. Alors, chute numéro 7, la dernière chute, celle-là, elle était costaud. Alors, donc là, on devait être fin novembre. Hein. On avait fait appel à nouveau aux pompiers, le jour où ma mère était tombée du lit médicalisé que l'on venait de recevoir. Donc, en fait, ma mère, elle avait eu beaucoup de mal d'accepter de ne plus être dans son lit à eau, parce qu'elle avait mal au dos, ma mère. Donc, elle avait trouvé le lit à eau, c'était super pour elle. Moi, je trouve ça pas terrible, mais bon. Elle aimait bien ça, et du coup, elle voulait qu'on le descende, parce qu'elle voulait être sur son lit à eau, sauf qu'elle comprenait pas qu'à son état, il fallait absolument un lit médicalisé avec une potence et tout ça, quoi. Bref, donc, en attendant qu'on descende le lit, qu'on ne lui a jamais descendu, hein, finalement, il a fini par descendre de l'autre côté, il a été cramé. Le côté, je dirais, on l'a descendu directement, on l'a jeté du haut de sa fenêtre. Donc, elle n'a jamais eu son lit médicalisé. Non, elle n'a jamais eu son lit à eau comme elle le voulait. Elle a eu un lit médicalisé en bas. Le problème, c'est que la personne ne m'avait pas expliqué qu'il fallait monter la rambarde pour la protéger. Ça, on ne le savait pas. Et nous, on était nouveaux dans tout ça. Hein. Ça a été précipité. Donc, elle passait, voilà, début novembre, ma mère ne parlait plus du tout. Elle passait ses journées à déambuler, de peur de ne pas pouvoir se relever, de tomber, quoi. Elle passait son temps à essayer de marcher, donc ça a fatigué encore plus, et donc, d'après les neurologues, plus on se fatiguait, et plus ça a accéléré la maladie. Donc, pour la personne qui se posait la question, est-ce que c'est pas le fait de faire beaucoup de choses dans sa vie, de s'épuiser, de stresser beaucoup, ça peut amener ce genre de maladie? Moi, j'ai envie de vous répondre oui. Oui, ça peut certainement jouer. C'est une mauvaise chose. Il faut plutôt avoir cool. Mais ça, on le sait, hein, toutes les maladies, il vaut mieux être tranquille que de stressé. Donc, elle avait peur de ne plus pouvoir tomber, de ne pas pouvoir se relever. Et donc, elle était tout le temps active, elle essayait de bouger, de peur de... Elle se disait, de toute façon, si je me retrouve encore par terre, ils vont amener au CHU, ils vont m'hospitaliser, voilà. Ouais. Elle voulait pas parler de sa maison. Donc, elle ne voulait plus se faire... Elle ne pouvait plus se calmer. Les émotions qui viennent. Forcément, raconter la famille de ma mère, c'est forcément émotionnellement difficile. Alors, elle ne pouvait plus se faire comprendre. On va essayer de parler calmement, car elle était devenue inaudible. Pour elle, cela représentait une réelle souffrance. Elle qui aimait beaucoup parler pendant les repas notamment, elle avait beaucoup de peine à être enfermée dans le silence. Ça me rappelle une fois, pendant les repas... Il reste soit un steak, soit un tour de dos. Le steak. Les repas, ma mère, elle aimait bien parler. Oh là là. Et alors moi, les repas, il fallait que ce soit au calme. Donc, des fois, je lui avais dit, parce qu'elle regardait les infos, après, ouais, il y a eu ça, il y a eu ça. Je dis, non, mais ne me parle pas de ça, je fais une diète médiatique exprès pour être tranquille. Donc, ne me raconte pas les horreurs, les faits divers qu'il peut y avoir. Ah, il faut que tu sois au courant. Hein. Ouais, bon, tu m'emmerdes. Elle me saoulait, quoi. Et puis, une fois, je lui dis, écoute, non, arrête. J'ai pas dit que tu me saoules, hein, parce que, mais je fais comprendre que, et ben non. Même si je lui disais, ça me dérange, elle avait besoin de parler. Et donc là, la maladie lui a coulé le bec, et c'était difficile. Donc elle avait beaucoup de peine à être enfermée dans le silence. Pour l'aider à communiquer, je lui avais proposé de présenter un pouce en l'air. Voilà, je lui ai trouvé la solution. Comment communiquer autrement? Donc un pouce en l'air pour dire ok, quand elle était d'accord. Et quand elle n'était pas d'accord, je faisais ça. Mais moi, ça, elle ne le faisait pas. Mais ça, elle avait bien compris le truc, ça l'avait bien aidé. Donc, je lui avais également acheté un iPad pour qu'elle puisse à nouveau parler via une application qui transformait le texte en son.
Elle l'avait très peu utilisé car cela devenait compliqué pour elle de taper sur le clavier. Finalement, elle avait préféré se servir des outils suivants. Le traditionnel carnet de notes avec un feutre parce qu'utiliser un stylo à billes était devenu impossible, ne pouvant plus appuyer sur la feuille pour écrire. Une tablette graphique qui lui permettait d'utiliser ses ongles pour écrire. Donc elle écrivait comme ça, elle prenait ses ongles et puis elle essayait d'écrire des fois, on ne comprenait pas tout ce qu'elle disait, c'était difficile, non, elle n'a pas compris. Et puis une simple touche, elle pouvait effacer tout le texte pour écrire à nouveau. Un clavier virtuel que je lui avais confectionné sur mon ordinateur. Tout ça, c'est moi qui me suis démerdé, quoi, hein, parce que le médecin, elle va mourir de toute façon, alors, qu'elle meurt chez vous, qu'elle meurt à l'hôpital, gardez-la si vous pouvez, on s'en fout. Donc, il suffisait de me montrer chaque lettre d'un mot, donc je lui avais fait un truc comme ça, vous voyez, A, B, C, bon, en plus grand bien sûr. Hein. Et donc elle mettait, quand elle voulait faire un mot, elle mettait le doigt là sur une lettre après l'autre, et il fallait que nous, on cogite pour dire qu'est-ce qu'elle avait dit déjà en première lettre. Ah ouais, c'est ça. Voilà. Vous voyez le système. Donc, c'est moi qui avais eu l'idée. Donc au début c'était facile, bien que lent, avant de pouvoir comprendre le mot qu'elle voulait former. À la fin de sa vie, ma mère ne pouvait plus bien isoler chaque lettre avec sa main. Elle était là, comme ça, c'est plus trop. Un peu comme une âme en peine, on la voyait passer ses journées à déambuler de pièce en pièce, sans pouvoir aller se coucher toute seule, ni pouvoir se déshabiller, à tel point qu'elle avait fini par décider de rester en permanence en pyjama. Un tel comportement que ma mère ne pouvait pas contrôler a certainement dû précipiter l'évolution de la maladie. Par rappel, le neurologue nous avait bien conseillé de ne jamais la laisser se fatiguer. Il est marrant, lui. Arrêt du traitement, parce que faire dire un non à ma mère, c'était compliqué. Elle avait un putain de caractère. Le neurologue avait prescrit un traitement pour ma mère, censé freiner l'évolution de la maladie. Donc, de la vitamine E et du Ributech. Très rapidement, je comprenais que ma mère avait beaucoup de mal à prendre son traitement. Il fallait attendre 30 minutes avant la prise du médicament et le début du repas. Ceci la mettait un peu à part parce que nous, on commençait à manger, mais elle devait attendre. Déjà qu'elle avait beaucoup de mal à avaler, alors là, c'était la cata. Même avec l'astuce de mettre ses comprimés et gélules dans la compote de pommes, cela devenait très compliqué pour elle. Je ne souhaitais pas insister pour qu'elle prenne ses médicaments. Même, à la limite, je disais, maman, si c'est plus une contrainte qu'autre chose, arrête-le. C'est ce qu'elle a fini par faire. Le neurologue m'avait dit de ne pas insister pour que ma mère continue à le prendre. Parce que finalement, le traitement n'était peut-être pas utile sur elle. À mon avis, clairement, non. Là, j'ai compris que ma mère était condamnée à brève échéance. C'était dur, mais c'était la réalité. Alors, quatrièmement, des relations difficiles avec l'orthophoniste et les kinésithérapeutes. Après, mon rôle des dents. Et voilà. Et ensuite, des aides spontanées bienvenues. Voilà. Et enfin, pas de panique, ça arrive. Alors, des relations difficiles avec l'orthophoniste, ouais. Des séances de kiné ainsi que d'orthophoniste avaient été prescrites par le neurologue à ma mère. Il avait bien pris soin de noter sur la prescription qu'il ne fallait pas faire d'efforts à la patiente. Mais ils n'en ont pas du tout tenu compte. Ça a été un combat pour moi. Parce que moi, je surveillais, j'ai essayé. Malgré tout, le premier kiné qui était venu à domicile n'avait pas du tout respecté les recommandations du neurologue, ce qui m'avait rendu folle. Trouver un kiné qui accepte de venir à domicile n'est pas toujours facile. Ben alors, en plus, s'il n'écoute pas, hein. Un matin où j'étais occupée avec la conseillère financière de mes parents, le kiné était venu pour s'occuper de ma mère. Installé dans la pièce à côté, dans le salon, il était censé faire ce qui était noté sur l'ordonnance du neurologue, à savoir des mobilisations douces, des étirements et des massages. Donc, mobilisation douce, on prend, le patient, il doit ne rien faire. Il se laisse faire. Mais au lieu de cela, il lui avait fait faire des étirements et des mobilisations actives de la jambe. Je l'entendais lui dire de pousser. Pousser! Vous savez, on vous met dans une position, puis faut pas faire ça! Ça va vu ce qui a marqué sur l'ordonnance, punaise. Oh là là. Alors, bon, bref. Je ne comprenais pas parce que le neurologue avait pourtant bien marqué pas d'effort. Dans les jours qui suivaient, je l'avais fait remplacer par une kiné femme. Elle lui pratiquait des mobilisations et des massages des cervicales et du dos. Tout allait bien jusqu'au jour où ma mère s'était plainte d'avoir mal au bas du dos à cause d'elle. Ah, faire aussi la main, elle était chiante, hein. Bon. Des manipulations de la kiné. Voilà, elle disait que c'était la faute de me manipuler, ça m'a fait mal au dos. Bon. Elle aurait pu lui dire à la kiné, non, c'était à moi,
encore Bon, je continue. J'étais donc amenée à arrêter toutes les séances de kiné pour ma mère. Ce n'était pas facile pour moi à prendre un rendez-vous, puis de devoir tout annuler le lendemain. Voilà. Ma mère, elle disait, ouais. J'en parlerai à Adrien, elle le sait aussi. Un jour, elle disait oui, et le jour d'après, elle disait non. Ainsi, j'avais l'impression de passer mon temps à prendre des rendez-vous pour ensuite les annuler. C'est moi qui passais pour une gogole, quoi. Au début, ma mère voyait l'orthophoniste de mon père, avec qui elle s'entendait bien, mais celle-ci avait fini par me dire qu'elle ne pourrait pas continuer avec ma mère parce qu'elle ne pouvait pas lui accorder le temps nécessaire. Elle nous avait donc proposé de voir une consoeur. Alors, je me suis dit de la garder parce que j'avais mis un petit peu que pas du tout, parce que au final, l'autre, elle a fini par l'éjecter aussi. Avec elle, cela s'était très mal passé. Elle avait eu la maladresse de lui dire qu'un jour, on aurait à lui poser une gastrostomie. Donc, c'est pour pouvoir la nourrir, quoi. Elle lui a dit ce qui lui attendait. Ma mère était contre, parce que pour elle, manger et boire de manière artificielle, ce n'était plus être vivant. Voilà. Déjà, cela avait été fort compliqué pour fixer les séances. L'orthophoniste en conseillait 2 par semaine. Ma mère ne voulait pas de séance avant 9 h et pas l'après-midi, en raison de sa fatigue. Bref, j'avais rapidement fini par annuler avec cet orthophoniste. Donc, elle ne voyait plus ni kiné ni orthophoniste. Mais une chance qu'avant d'avoir été licenciée par ma mère, le mot qu'elle utilisait pour congédier le personnel médical ou autre qui ne lui convenait plus, elle me dit licenciée. Maman, elle ne veut pas licencier quelqu'un que je n'emploie pas. Elle avait eu le temps de nous donner le nom d'un jeune kiné qu'elle recommandait pour bien s'entendre avec les personnes atteintes de la SLA. Voilà. Donc l'orthophoniste de mon père avait recommandé un jeune kiné, avec qui ça se passait bien. Bah oui, moi je l'ai eu après. C'est un petit jeune qui sait qu'il faut faire des choses de tranquillou. Donc, ce jeune homme qui apparaissait assez effacé et très à l'écoute avait bien plu à ma mère. Lui n'a jamais été licencié par ma mère, mais par la maladie. Ah bah oui. Il semblait vraiment bien connaître la maladie, contrairement aux deux précédents. Ma mère n'a jamais reçu de sonde dans l'estomac. À la place, on lui avait proposé le Pickline. Ça s'appelle, c'est le Peripherally Inserted Central Cathéter. Un cathéter veineux central inséré via une veine périphérique du bras, afin de la maintenir hydratée et de l'alimenter. Donc là, maintenant, novembre, ma mère ne mange plus, ne boit plus. Tout passe par le cathéter qu'on lui a mis dans le bras. Parce qu'elle est allée au CHU entre temps, et là, je vais en parler après. Et elle ne parle plus. Voilà. Donc, ça devient compliqué. Donc, 5. Mon rôle d'aidante. Ma mère savait qu'elle pouvait compter sur moi en toutes circonstances. Comme moi, je pouvais aussi compter sur elle. La connaissant bien et habituée à être à son écoute, elle était rassurée de savoir que, s'il y avait un problème, elle pouvait m'en parler. J'essayais toujours de l'aider à trouver une solution. Je me souviens, une fois, elle me fait un petit dessin. Je suis contente de toi, un truc comme ça. Je lui dis, tu sais vraiment, si je pouvais, comme j'en ai la foutre que tu sois contente de moi, parce que si je pouvais ne pas avoir à faire tout ça, je n'en pouvais plus, quoi. C'était bien, elle essayait de me dire, je suis contente. En fait, au compte, elle n'a pas été contente très longtemps, parce qu'à un moment donné, il a fallu que je fasse le choix de la faire partir. Bref, je finis. Donc, quand par exemple, j'essaie toujours de trouver une solution. Donc, par exemple, pour soigner ces migraines ophtalmiques, j'avais trouvé donc un complément alimentaire à la grande camomille. La maladie ne cessant d'évoluer de jour en jour, j'étais assez rapidement devenue son aidante par la force des choses. Il y avait toujours personne. Puis même, de toute façon, quand il y avait les aides qui étaient là, elle m'avait dit, les aides de vie, là, Christelle, c'est pas pour moi, hein, c'est pour toi, hein, c'est pour te soulager, moi. Hein. Non, surtout pas l'aide de vie, hein, c'est toi. Pour la toilette, elle s'était toujours débrouillée toute seule. Mais depuis que la maladie avait évolué, elle avait beaucoup de difficultés pour entrer dans la baignoire. Elle qui... Ouais, ça, je peux la comprendre, parce que moi, après, j'ai eu le problème et j'ai dû faire poser une douche. Mais ma mère, elle voulait pas sa douche. Non, elle voulait un bain par semaine. Ma mère était comme ça. Bref. Elle disait que les douches, ça lave pas bien. Bon. Elle qui n'aimait que les bains devait se résigner à ne prendre plus que des douches. Sauf que depuis peu de temps, elle n'osait même plus se laver de peur de ne pouvoir se relever et sortir de la baignoire. Alors, je lui avais proposé d'y déposer une des chaises blanches en plastique que j'ai trouvées dans le jardin. Ceci était une aide intéressante pendant un temps seulement. Ah oui, parce qu'à un moment donné, cette chaise, c'était une chaise pas stock, quoi. C'était vraiment pas ça. Petit à petit, on s'est rendu compte qu'elle ne pouvait plus du tout prendre de douche. Ah oui, ça, on s'en est vite rendu compte. Parce que
Oh là là, qu'est-ce qu'elle sentait fort. Bref, ce n'est pas qu'elle ne voulait pas, mais qu'elle ne pouvait plus. À partir du mois de décembre, ma mère, ne pouvant plus rentrer dans la baignoire, elle ne se lavait plus. Elle attendait la fin des travaux que Monsieur D est en train de réaliser dans la salle de douche en bas. On avait mis une salle de douche en bas. Elle en avait marre de cette puanteur qu'elle dégageait. C'était le même terme qu'elle utilisait. Et je suis d'accord avec elle. Elle puait, maman. Mais elle ne pouvait pas envisager d'être lavée par un infirmier. Oh, putain, c'est chiant, maman. Ouais, parce que je lui dis, mais... l'infirmier... Bon, c'est vrai qu'aller dans une salle de bain, c'est compliqué. Dans une baignoire, c'est compliqué. Mais l'infirmier aurait pu au moins la laver comme ça. Comment on appelle ça déjà je sais plus. Celui-là, elle pourra nous le dire. Un jour, elle était venue me voir pour m'expliquer qu'elle avait des boutons rouges sous la poitrine. Ma mère, elle avait pris du poids et donc elle avait une poitrine assez imposante. Et en fait, les muscles pectoraux s'étant atrophiés, ça c'est ce que j'en ai compris, parce qu'on n'a jamais parlé au médecin. Ses seins s'étaient affaissés. Elle avait des mycoses sous la poitrine, en fait, voilà. Donc je l'avais soigné polymycose. Un autre jour, donc j'allais voir la pharmacie, etc. C'était pour me demander une brosse à dents. Ouais, car elle ne pouvait plus utiliser sa brosse à dents électrique. J'étais outrée d'apprendre que la maladie l'empêchait d'ouvrir la bouche comme elle le souhaitait. Elle pouvait plus, enfin. Ouais, c'était dur. Pour se sécher et se coiffer les cheveux, elle venait me voir dans ma chambre. Je lui mettais et lui retirais ses chaussettes et sa robe de chambre, là devant. Putain, mais c'était une petite jolie là pour ma mère, c'est pas possible. C'est incroyable, je n'en souvenais pas de tout ça. Pour le repas, je lui cherchais des alternatives à certains aliments qu'elle ne pouvait plus consommer, tels que la viande, du fait qu'elle ne pouvait plus mastiquer, purée de pommes de terre, purée de carottes, purée d'épinards, compote de pommes, voilà, tout ce qui était mixé. Et ça, les médecins n'ont rien dit. Démerdez-vous. Démerdez-vous. Voilà. Alors, apprendre son traitement, l'isoler de plus en plus, parce qu'elle devait attendre, mais ça je lui dis. Alors, elle a été soulagée, je vous passe un peu les détails. En fait, j'ai trouvé l'astuce de mettre un comprimé dans une petite cuillère, compote de pommes. Voilà. C'est quelqu'un qui m'avait donné l'astuce. Je sais plus comment j'avais fait, mais j'ai cherché les solutions par moi-même. Voir lui était devenu très difficile. Parce qu'elle ne parvenait plus à fermer les lèvres. Elle pouvait plus faire ça. Elle n'avait plus de force, en fait. Mon père et moi étions très tristes pour elle lorsqu'elle se mettait à tout recracher, ce qu'elle avait eu tant de mal à mettre dans la bouche, pour finir par se lever et se retourner pour pleurer en sanglots. Nous ne pouvions alors rien faire pour elle. C'était très très dur. Comment ils peuvent laisser un parent seul avec deux personnes handicapées et chez eux, parce que en fait les os se cassent pour mourir. De toute façon tu vas crever, alors tu vas crever chez toi. Et comment ça se passe chez toi, on s'en fout. Démerde-toi, voilà. Il n'y a aucun suivi. Franchement, moi, j'ai eu aucun suivi. Je faisais le maximum pour continuer à l'aider autant que je le pouvais. Les aides de vie, elles venaient 2h30 le matin seulement. Après, je me démerdais. Mais du haut de mes 40 kilos fillettes, je peinais à la faire se lever de sa chaise. Je me plaçais derrière elle et je profitais d'un allez, pour la lever d'un coup et surtout l'empêcher de retomber sur sa chaise. Sur ces chaises-là, ces putains de chaises rouges là. À tout moment, j'avais peur qu'elle ne chute. Le comble, c'est que pour elle, je me sous-estimais. Elle me disait que j'étais capable. Elle me disait, ah, tu te sous-estimes, Christelle, tu es pas capable. Oui, mais elle ne réalisait pas que c'était un effort surhumain pour moi. Pour tout vous dire, je finissais par penser que je devrais tomber devant elle pour qu'elle comprenne que je n'en pouvais plus. J'attendais avec impatience le moment où elle ne pourrait plus déambuler du salon à la cuisine. C'était culpabilisant de penser cela, mais je voulais tant qu'elle arrête de prendre des risques. Voilà. Tant qu'elle pouvait marcher, hein. Voilà. Même si j'étais devenue son aidant, j'étais avant tout sa fille. Moi, sa fille, j'avais peur qu'elle s'étouffe en faisant des fausses routes. Même si j'avais dit être OK pour qu'elle puisse finir ses jours à la maison, je me rendais compte que pour moi, c'était devenu trop difficile. Les écrits de son neurologue avec qui je restais en contact par email n'étaient pas là pour me rassurer. Donc je lui avais dit mes difficultés. Et le neurologue avait dit, malheureusement, l'issue de sa maladie est proche. Que ce soit chez vous ou à l'hôpital, le lieu ne changera malheureusement pas l'évolution inéluctable de sa maladie. Oui, mais ça a changé pour moi, quelque chose. Moi, je voulais pas voir ma mère mourir devant mes yeux, quoi. Faut arrêter, quoi. Qui pouvait m'obliger à accepter ça?
Je n'étais pas la seule aidante de ma mère. Mon père aussi l'était devenu. Lui, qui avait plus de 81 ans et traumatisé crânien depuis 25 ans, suite à un grave accident de deltaplane, je l'avais vu, à ma grande surprise, se lever à la fin du repas pour venir aider ma mère à débarrasser la table et à remplir la machine. Jusqu'à présent, c'était ma mère qui était la personne qui, chaque jour, remplissait la machine à laver la vaisselle. Là, mon père, qui se levait pour l'aider, cela montrait bien à quel point il était attristé par son état. Avec mon père, on ne savait pas comment lui expliquer qu'elle devait arrêter de vouloir s'occuper de tâches qu'elle ne pouvait plus assumer sans risque, et qui faisaient évoluer la maladie, dans le mauvais sens. C'est fini. Le jour où elle m'avait écrit sur un bout de papier, je devais sortir les poubelles. Si je ne suis pas rentrée dans les 10 minutes, appelle les pompiers, car c'est que je suis tombée, comme ça. Je m'étais mise en colère contre elle. Non, maman, tu vas arrêter de sortir de tes poubelles, cela peut attendre demain. Parfois, je me demandais si ça ne l'amusait pas un peu, si dessous le dessin de son hypothétique chute qu'elle avait imaginé pour pouvoir bientôt arriver. Donc, elle est arrivée, et ce petit dessin, en disant, je vais sortir les poubelles. Et là, si je tombe, et ben là. Moi, je lui dis, t'as oublié le pompier, là. Je vais appeler les pompiers. C'est elle qui a fait ce... Oui. Pour te faire comprendre. Oui. Elle me dit, bah, tu vois, là, je vais sortir les poubelles. Et après, elle me dit, là, si je tombe. Et là, pompier, tu appelles les pompiers. Je lui dis, non, tu vas pas sortir les poubelles. Ah là, c'était folle. Voilà, fin novembre 2015, un dessin réalisé par ma mère. Ma mère n'était pas prête à abandonner son rôle d'aidante. Elle avait conscience de son état, mais elle souhaitait continuer à être active le plus longtemps possible, d'autant que nous ne bénéficions alors d'aucune aide ménagère. Ah ouais, mais pas encore. Pas encore. Le ménage et les courses à faire, en plus d'avoir à m'occuper des repas, de répondre aux besoins de ma mère, de mon père et des chats, c'était bien trop pour moi. Ma mère ne pouvant plus brosser ses chats par sang, ces derniers étaient pleins de bourre. C'est pour ça que j'en suis séparée, hein, je pouvais pas... Elle était malheureuse de ne plus pouvoir retenir ses chats et de voir la maison être dans un tel désordre. N'empêche que quand on a... Tu te rappelles? Quand je lui disais... ma mère, elle disait oui, puis après elle disait non. Quand on avait dit que tu allais venir avec Véronique à l'époque, pour ranger un peu la maison. On avait dit qu'on le reviendrait le matin. Et puis le soir, après, non, annule. Elle voulait plus. Elle passait son temps à me dire, prends rendez-vous et après annule. C'était, je me souviens, quand on avait mis en place le soir, quand j'étais venue le soir, pour aller vous aider au repas, je sentais que c'était tendu pour elle. Hein. Ben oui. Non, mais on prenait sa place. On sentait qu'elle ne connaissait pas bien les bienvenus. Ouais, c'est comme une agression, quoi. C'est vrai, hein, un petit peu. Ben oui, pour elle, c'était une agression. C'était contraire à... Mais elle était obligée. Et d'ailleurs, après, quand je disais pour les aides de vie, ça tu peux en parler, elle disait bien, Christelle, c'est pas pour moi. Pas besoin de moi, c'est pour toi. Faut se soulager. Et dans le déni. Se rassurer, elle était dans le déni total. Ah ouais, voilà. Donc je vais finir ça et après, les aides spontanées bienvenues. Ouais, alors, après, voilà. Pour me faire aider pour les courses en attendant d'obtenir la PA pour ma mère et la PCH pour moi. J'avais eu l'idée de recourir au service du drive. Du Carrefour Market. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas ça. Tout récent, le drive. Ah ouais, c'était en grand. Avant, j'y allais. C'est moi qui allais. Je faisais tout et t'as pas entendu. Ouais, t'as pas vu tout ce que j'ai fait là, c'était un truc de ouf. Ma mère, j'ai expliqué, j'étais prête à me tomber devant elle, à me casser la jambe pour qu'elle arrête de me demander tout ça. Je pouvais plus, j'étais en train de m'épuiser complètement. C'est pas elle toute seule qu'elle allait mourir, c'est moi avec elle, quoi. C'était impossible, incroyable. Il disait que j'étais capable, oui, mais elle se rendait pas compte des efforts sûrement que je faisais. Est-ce que ça te demandait l'effort? Donc, ne pouvant plus se déplacer, ah oui, au mois de novembre, ma mère avait déclaré une crise de sinusite. Nous ne pouvons plus se déplacer, on avait fait venir un médecin en recourant à un service d'urgence, donc un SOS médecin. Ma mère et moi étions surprises que ce docteur avait considéré que son état était, je cite, pas bien méchant. Mais je pense qu'on ne lui avait pas dit qu'elle avait la SLA. Pourtant, il voyait bien qu'elle parlait pas. Ce couillon. Oh. La mère, elle disait, c'est pas bien méchant. Elle voulait des antibiotiques, en fait. Bref. Parce que, des antibiotiques? Bah oui, parce que dès qu'elle avait des sinusites, elle savait que ça allait passer en... Alors du coup, ce qu'elle avait fait, c'est qu'elle avait des antibiotiques de côté, elle les avait pris. C'est comme ça qu'elle faisait. Donc, ce docteur avait considéré que son état était pas bien méchant, parce que lorsqu'on souffre de la SLA, avoir du mal à respirer, eh bien, être pas bien méchant. Encore un qui va pouvoir figurer dans notre livre, c'est le docteur à côté de la plaque, sauf que bon, il y est, mais ça fait longtemps. Donc si des aides spontanées bienvenues, ça c'est ma tante Josée, la sœur de mon père, ainsi que mon oncle Marcel ont été très présents pour moi. J'en reparlerai dans la partie suivante qui concerne l'hospitalisation de ma mère au centre de la SLA.
Comme aide qui s'était présentée de manière spontanée, je suggérais Monsieur D, donc Petit Poney, qui était plusieurs fois venu à la maison pour rendre divers services à ma mère, tels que la construction d'un puisard pour tenter d'enrayer le problème d'inondation. Alors ça aussi, j'ai retrouvé des vidéos. Elle avait des moments de panique, les inondations, ça craignait parce qu'elle n'aurait très bien pu. Ouais, ça c'était n'importe quoi. Mais ma mère elle était tellement têtue, aussi bien mon père que ma mère, c'était des têtes de mule. Je sais de qui je tiens mes hallucinations, mais bon. C'était également lui qui s'était occupé de la cloison à construire dans la salle à manger, afin de permettre à ma mère de dormir en bas. Parce que, comme je vous l'avais dit, elle voulait rester dans son lit à haut, mais c'est pas possible, elle était à l'étage, et donc on l'a installée en bas. Au début du mois de décembre 2015, donc c'était un mois avant que tu arrives, j'avais très peur pour ma mère qui s'est étouffée de plus en plus. Surtout lors des repas ou quand elle devait boire ou avaler ses médicaments. C'est vrai, je flippais, moi, à se moquer de nous. Ouais. Et c'était à juste titre. Hein. Moi, comme je disais, je ne voulais pas voir ma mère mourir devant mes yeux. T'imagines? C'est impressionnant, il y a personne qui s'étouffe à côté de... Ce jour-là, nous étions bientôt à l'heure de midi. Je me demandais ce que j'allais bien pouvoir faire à manger pour ma mère. C'est moi qui trouvais les solutions, parce que les médecins, ils ont pas du tout aidé, pas du tout. Je l'entendais tousser comme si elle était en train de s'étouffer avec sa salive. Mon père et moi étions inquiets pour elle, à tel point que j'étais à deux doigts d'appeler les urgences. Je ne savais pas quoi faire. Comme à chaque fois que Monsieur D était présent à la maison, je me sentais rassurée car je savais que s'il arrivait quoi que ce soit, je serais aidée. Ma mère ne réalisait pas vraiment ce que l'on vivait au niveau émotionnel. Elle écrivait ceci. « Ce n'est pas la première fois que je m'étouffe. Ils ont peur pour rien. » Voilà. Elle ne comprenait pas que j'avais peur que ce soit la dernière fois qu'elle s'étouffe pour de bon. Nous voyions beaucoup en panique, Monsieur D s'était proposé pour lui faire à manger. Moi, je vais vous faire la purée. Les enfants disent que je fais bien l'affaire. Ils nous avaient bien dépanné parce que pour moi, c'était difficile d'avoir à tout faire. Entre le repas préparé pour mon père et pour moi, couper la viande. À qui? À mon père, ma mère, je sais plus. Et sans oublier le temps à donner aux chats. Parce que ma mère ne pouvait pas manger tant que les chats n'avaient pas été servis. Elle était spéciale, ma mère. Monsieur D était intervenu à plusieurs reprises pour aider ma mère à se lever. Et c'était aussi lui qui l'avait remise debout après certaines de ses chutes. Donc en fait, il y a eu plusieurs chutes. Ma mère était très souvent à me solliciter. Je comprenais bien qu'il était plus simple pour elle de faire appel à moi plutôt qu'aux assistantes de vie, mais elle semblait parfois, souvent, il y a un infiniment et tout. Après, ça va être marrant. Oublier que j'avais moi aussi une maladie, la sclérose en plaques, qui ne me permettait pas d'être aussi vaillante que j'aurais voulu l'être pour elle. Le jour où je m'étais mise à pleurer devant mon impuissance, à l'empêcher de se lever et de déambuler sans cesse dans la maison, j'en pouvais plus. Arrête, je me mettais en colère, mais reste, le cul sur ta chaise, ne bouge pas. Elle la voyait, déambuler, elle faisait une pièce et l'autre. Mais ça t'a dit de ne pas se fatiguer. Elle pouvait pas. Alors, il fallait quand même qu'elle était incroyable. Ou alors, est-ce qu'elle voulait crever plus tôt? Je sais pas, je me demande, je sais pas. Dans sa tête, je sais pas ce qu'il y avait dans sa tête, en tout cas. Moi, j'en pouvais plus. Donc, j'avais été bien contente de ne pas être seule. Le kiné de mon père, ainsi que Monsieur D était présent. Voilà. Un jour, je me souviens. Il venait souvent, Monsieur D? Ah oui. Il venait tous les jours? Il installait ce dont on avait besoin à ce moment-là. Et puis en même temps, lui, il y avait sa mère qui était en train de décéder aussi. Ouais, pas longtemps. Ou elle venait juste de mourir, je sais plus. C'est arrivé à peu près en même temps que ma mère. Et donc, ma mère, elle appréciait beaucoup Monsieur D. Ouais. Et donc, quand il y a eu ça, il a dû avoir un petit peu un transfert aussi de disant, il devait vouloir nous aider, hein, oui, bien sûr. Je vais lui demander, mais je pense parce que c'est quelqu'un qui a du cœur. Oui, il est humain, donc. Il est humain. Donc voilà, donc il a dû avoir conscience que sa présence devait nous aider. Donc, alors, voilà, donc il était présent, j'étais bien contente de l'aider. Donc, je me souviendrai toujours de la remarque que ce dernier m'avait faite. Donc. Ah, c'était Monsieur D ou c'était le kiné? Qui t'avait dit quoi? Parce que là, je dis ce dernier, c'était Monsieur D. Alors, ouais. Votre mère a bien de la chance de vous avoir. Ouais, c'est sûrement Monsieur D, parce qu'il le voyait. Hein, cette phrase était la bienvenue, car, durant cette période, je doutais beaucoup de moi. Je ne pensais pas du tout être la personne de la situation, ma mère ayant besoin de gros bras. Mais il fallait bien accepter que personne ne pouvait stopper la maladie et permettre à ma mère de marcher de nouveau, comme elle aurait tant souhaité pouvoir le faire. Pas de panique, j'arrive, c'est la finale. Alors, avant tout, il faut connaître les habitudes qu'avaient mes parents. Ils appréciaient de pouvoir rester dans le salon à regarder la télé en compagnie des 3 chats.
À plusieurs reprises, mon père m'avait appelé pour que j'intervienne. Il faut dire que la communication entre mes parents était devenue difficile. Imaginez une personne traumatisée crânienne et aphasique, donc ça veut dire qu'elle parle pas, communiquer avec une personne souffrant d'une SLA de forme bulbaire. L'une a du mal à trouver ses mots et l'autre ne communique plus que par écrit. Mon père avait toujours eu beaucoup de mal à utiliser la télécommande de la télé et du DVD. Cela mettait ma mère souvent en rogne, surtout quand il lui arrivait de changer le canal de la télé, car alors il ne pouvait plus rien voir. C'est dans ces moments-là que j'entendais ma mère entrer en colère contre mon père, mais c'était mon père qui m'appelait du bas des escaliers. « Christelle, viens, la télé ne marche pas. » Ne marche plus. Alors je lui dis « Oui, enfin, tu veux dire que tu as encore fait une connerie, papa ?» Enfin, arrivé dans le salon, je constatais une fois de plus que mon père avait changé le canal du lecteur enregistreur de DVD. Comprenant l'origine du problème, je modifiais alors le canal et tout rentrait dans l'ordre. Ma mère pouvait être rassurée et moi, je pouvais remonter dans ma chambre. Un jour, de retour à la maison, après ma séance chez la kiné, je t'avais raconté, j'étais surprise de voir mon père seul dans la salle à manger, donc il était ici, en train de lire. La porte de la cuisine était fermée. Il m'avait dit « Maman me fait la gueule. » Ah bon? Je vais aller la voir et lui parler. Donc, je suis rentrée. J'entrais dans la cuisine et demandais à ma mère ce qui s'était passé. Je ne fais la gueule à personne. Ouais, lui me l'écrit. J'ai simplement besoin d'être tranquille pour prendre mon petit déjeuner. Je ne voulais pas qu'on la regarde en train de manger. Bien souvent, mon père ne comprenait pas les réactions de ma mère, ce qui la mettait alors en colère contre lui. J'avais inventé un petit smiley pour qu'il puisse expliquer rapidement à ma mère qu'il s'est trompé. Là, si vous voyez le petit smiley. Voilà. Et donc, il s'agissait d'un petit personnage qui tirait la langue et disait « Tu ne comprends rien, t'es nul ». Cela avait fait beaucoup rire ma mère, mais elle ne l'avait pas utilisé pour autant. C'est dommage, c'est des bonnes idées que j'avais. Quand ma mère ne se mettait en rogne, j'intervenais pour expliquer à mon père la situation et pour permettre à ma mère de retrouver son calme. À plusieurs reprises, on avait eu droit à un combat de déambulateurs. Chacun de mes parents avait le sien. Ainsi, un jour, j'avais retrouvé mon père, ne sachant pas quoi faire, car ma mère lui avait pris son déambulateur pour le lancer au loin. Ma mère, mon père était dans la cuisine et son déambulateur dans le salon. J'avais tenté de le rassurer en lui rapportant son déambulateur, car mon père se sentait complètement impuissant sans son aide technique pour marcher. T'imagines, c'est moi qui marchais mal. Et une autre fois, mais je marchais un peu mieux que maintenant, il y a quand même 8 ans. Une autre fois, la scène s'était passée dans l'entrée du bar. Ma mère était folle contre mon père, qui ne comprenait pas qu'elle voulait simplement étendre sa robe de chambre sur la rambarde des escaliers, tandis que lui ne voulait pas la laisser faire, pensant qu'elle voulait monter les escaliers avec sa robe de chambre dans les mains. J'étais descendue dans les escaliers pour savoir ce qui se passait. Encore, j'étais là-haut, je descends les escaliers, je remonte, j'en ai fait les escaliers. Je peux te dire qu'il y a 17 marches parce que je les ai faites. Hein. À l'époque, j'avais pas le monte-escalier. Il y avait juste la rambarde, c'est tout. Donc, et là, je m'étais mise à rire tellement ils étaient comiques. L'une en rage de ne pas être comprise, ma mère, et l'autre complètement terrorisée par ma mère. J'avais mon père qui était là, et qui avait repoussé donc terrorisée par ma mère, qui avait repoussé son déambulateur au loin pour tenter de lui faire comprendre qu'elle voulait qu'il dégage. J'avais pris à mon père d'aller dans sa chambre, et il bougeait. J'avais aidé ma mère à aller se coucher dans son lit après avoir monté ensemble les escaliers. Et après, monter les escaliers. Encore. Voilà. Et après, c'est la suite. Mais... Voilà. La prochaine prochain épisode, ça fait 40 minutes. Ouais, c'est long. Et après, c'est là où ça va être la plus difficile. fin. Ouais. Il y a déjà un bon échantillon. C'est l'annonce. La bande-annonce que tu as traversée avant. Mais c'est incroyable ce qu'elle m'a fait vivre. Est-ce que tu as vécu avec tes parents? Elle aurait dû me dire, Christelle, quand vous êtes venue, c'était pour toi, ça va te soulager, elle avait confiance. C'était dur pour moi. Mais ça a été insuffisant, je veux dire. Vous veniez combien? 2h30 par jour? Ouais. C'était insuffisant tout le reste du temps. Vous venez le matin? Je flippais. Je fais absolument mal. Il aurait fallu quelqu'un l'après-midi. Avant que ma mère n'ait la maladie, on en parlait des fois des situations un peu comme ça. La maladie, chaque fois on la connaissait pas, mais. Ma mère, elle la connaissait pas, chaque fois. Non. Là, il y avait le voisin, il a eu un cancer. Je me souviens. Et une fois, on en avait parlé. Elle m'a dit, je comprends pas la voisine. Pourquoi, quand elle savait qu'il avait le cancer, il voulait finir ses jours chez lui, quoi, avec sa femme, voilà. Il s'est mis à cracher du sang, elle a appelé les SAMU pour que l'embarque à un CHU, il est mort au CHU. Et elle comprenait pas.
Elle savait qu'il était le cancer, il fallait lui laisser mourir, c'est lui. Je dis, maman, mais C'est pas facile. t'as quelqu'un qui crache le sang devant toi, tu fais quoi? Tu dis. Oh, c'est rien, c'est le cancer, ça va passer, hein. Tu vas crever bientôt, non. Bah ouais, tu dis pas, il est en train de mourir, je le laisse Bah mourir. non, T'as envie de faire quelque chose. il va C'est la première souffrir. chose, tu appelles les médecins. Il souffre. En principe, en plus, en phase terminale, un cancer, Comment il il est. fait? Ça, c'est ça. C'est des Moi, soins à palliatifs. aucun moment, le neurologue m'a dit comment on envisage la mort chez vous, tout seul. En ayant votre père handicapé, vous handicapé, et votre mère en train de crever. Ah ouais, c'est pas Comment on possible. fait? Ouais, c'est pas Comment on possible. fait? Non, Il mais aurait il se fallu, rend compte de ça? Plein de gens. Parce que le gars, il dit, ça pourra, ou, quel que soit le lieu où elle va mourir, ça, c'est inéluctable. D'accord? Justement. Oui, mais oui. D'autant plus que, D'accord. eh ben, Mais quand même, c'est pas une raison pour. il faut envisager faire. qu'elle meure dans la dignité quand même. Et nous aussi, on la voit partir. Là. Accompagner dans le meilleur, avec le moins de souffrance. Comment on fait, quoi? Elle aurait pu, souffrance 10 000 fois, c'est possible. mourir en étant étouffée, C'est horrible, hein. par une fausse route. Franchement, c'est horrible. Ou j'aurais pu me réveiller, voir ma Elle mère a dans le trouvé lit morte, mort. comme ça. Mais t'imagines le choc que Ouais. c'est? Bref, non, c'est hallucinant. Donc, les médecins, non. Moi, ma soeur, une fois, je peux en parler, elle travaillait pour une dame, elle était âgée. Hein. Bon, elle était fatiguée, malade, mais elle était très âgée. Et ma soeur Naïma, ça faisait très longtemps qu'elle l'accompagnait. Et bien, un matin, elle est arrivée, elle l'a trouvée morte. Ça a été un choc. Hein. Ah, tu T'arrives, m'étonnes. quelqu'un de mort, puis son visage qui se transforme. C'est choquant. Même si hein. c'était pas de sa famille. Même si Ah, imagine si c'est ta mère. Parce que tu t'attaches aux T'imagines gens et si tout c'est quand ta même. mère. Ah ouais, non, c'est horrible. Hein. Moi, je me souviens quand ma mère est Moi, je voudrais pas décédée. être seule. Hein. Quand ma mère est décédée et que c'était un soir, un samedi soir, je me souviens, c'était de Voice. Et mon frère m'a dit game over, c'est pour ça que c'est resté game over. Ouais. Et après, ils m'ont dit, bon, on va venir chercher des habits à elle, c'est ce qu'ils nous réclament pour le mettre. Est-ce que tu viens avec nous? Alors, la question que je vois maman, T'avais pas envie de cataphyrique, voir hein, ça. non, je voulais pas, je regardais que C'est des traumatisant, ouais. Et eux, ils sont allés la voir, moi j'ai dit non, Ouais, je veux pas la c'est voir. traumatisant. Déjà, tu l'as pas vu du tout non. quand elle est morte. Déjà, en fin de vie, on a commencé à. Ouais. Comme ça, excuse-moi, quand t'as assez daté la bouche ouverte, déjà. Ouais. C'est le visage c'est d'un une cadavre. bande Hein. annonce, c'est une bande annonce. Ah ouais, c'est le visage d'un cadavre. D'ailleurs, C'est- il y a des photos sur. Ça change, ça change, hein, Ouais. personne. Hein. Ouais. C'est pas joli, hein. Enfin, c'est pas joli, c'est. Déjà, quand c'est dur. tu pouvais plus commencer à parler du poids. Ouais, le visage que c'est creux. Voilà. Non, Ah c'est ouais, horrible. hein. Donc, non, j'ai pas voulu ça. Non, je voulais pas ça. Et eux, tu comprends, non, je laisse. J'ai dit, à un moment donné, non. Et donc, il a fallu que je. Mais ça, c'est la suite, on va en parler après. Ouais. Ah, voilà. Bon, ben. Eh ben bravo. L'HAD. Non, Non. c'est le médecin généraliste. Et ah ouais, le neurologue, il a rien c'est fait. le neurologue. Moi, qui je le- trouve que c'est pas normal. Le neurologue, le ASLA, il a pas été. Il était bon le jour le diagnostic. Il n'a pas accompagné. Les aides, il les a lancées. Et après, démerdez-vous. Après, il laisse. Ça, c'est pas normal. Quand Ouais, vous pouvez c'est- pas aller le voir, ni moi, ni ma mère, mais tranquille. Là, il dit, on a fait une webcam avec le médecin, tu parles, le mec, mais il s'en fout. Il savait bien que. Non, il a rien mis. T'as quoi, on avait parlé juste avant, là, que tu me parles de la HAD? Après, ben, qui a mis en place Juste avant la HAD? HAD, de quoi on voulait parler? Il y a une idée, je voulais en parler. Autant de mon père, c'était pareil, hein. Voilà, il y a eu un accident, là. Ils n'ont pas dit qu'il avait des crises d'épilepsie. Comment on pouvait faire? Là, il savait bien, le neurologue, qu'on ne pourrait pas s'occuper de la mère. Quand tu mets une HAD à domicile, quand c'est le CHU qui s'en charge, et ils vous ont pas, et quand même, ils concertent les enfants pour savoir si c'est possible de l'accueillir à domicile et qui va s'en occuper. C'est vrai qu'ils mettent en place le lit médicalisé, la visite de l'infirmière, le médecin qui se déplace et tout, mais en principe, ils en parlent avec les enfants. Et moi, je me souviens parce que pour mon père, ça s'était passé comme ça. Je me rappelle au CHU, il y a l'assistante sociale Donc, qui est venue nous voir, ouais. et c'est l'assistante qui a L'assistante tout mis en sociale. place. Et on lui avait dit, oui, on est prêt à l'accueillir, on peut l'accueillir. On est neuf, on va se faire un roulement, mais voilà. T'as mis le doigt là où ça pêche. Ben oui, parce que... On lui dira, vous avez votre fille qui a votre mari qui a exploité des crâniens, C'est pas mais possible. vous restez au CHU, vous pouvez C'est pas, impossible. enfin, vous trouvez un centre d'hébergement.
Ils auraient pas dû, et là, on n'aurait pas eu à vivre cette semaine d'HAD qui a été inutile. Quand tu vois que l'infirmier du HAD, il nous avait dit, oh, mais, elle avait votre père. Parce qu'il voulait garder son bout, sans doute. Mais c'est n'importe quoi. Sa mère se plaignait de lui parce qu'elle me dit, elle me frotte trop fort et tout. Bon, ma mère était un peu, je veux bien croire que. Oui, après son ressenti. Mais, moi, elle dit, chiant, c'est ce que je fasse, moi. Alors, quand j'avais écrit à l'infirmier ce qu'elle n'avait pas, il fallait pas que j'en parle, parce que c'est vrai qu'elle en subit parce qu'ils sont. Ah, c'est terrible ça. Elle pouvait pas parler, alors faut savoir, tu veux que je parle ou tu veux que je parle pas? Si tu te plains et si tu veux pas que ça change, à ce moment-là, tu dis rien. Si tu veux que ça change, il faut bien parler. Il faut parler, il faut le dire gentiment, il faut le dire. Moi, je voyais la poche de sa poterie qui criait au sol, je trouve ça pas très hygiénique. Ouais, c'est pas terrible. Ouais. Je lui fais remarquer. Elle a un filet, elle a un crochet, elle a accroché sur le bord du lit. Mais je me souviens, des fois, il y avait des traces de... Il y avait des trucs. Ou si jamais il disait qu'il venait à 8h et qu'il venait à 11h, c'était pas pareil. Bah pareil, mais après, quand tu l'attends à 8h. Monsieur, il s'est engueulé à Véronique à un moment donné et qu'il lui avait dit quand même, monsieur, elle vous attend depuis 8h du matin, elle venait à 11h. Ouais, c'est pas vous qui allez me dire comment faire mon boulot. Ah ouais, il y en a, ils sont odieux, hein, ils supportent pas. Oh, c'est pas des numéros, c'est pas des maladies que tu traites, c'est des gens. C'est des gens. Les gens, ils attendent ce que je disais. On est dans un, quand on a une maladie, on est fait pour attendre, quoi. Tu deviens une maladie. T'es plus une personne avec. Souviens-toi, quand j'étais au CHU, là, et qu'elle nous avait dit, t'as une sclérosée. T'as une sclérose. T'as une sclérose. Une Parkinson. À voix haute et tout, hein, même pas. Je veux dire, là, il n'y a pas la sclérosée, elle est là. Il n'y a pas de respect du secret de. S'il y avait plusieurs personnes dans. T'as pas envie que les autres, même si. C'est vrai. T'as pas envie que les autres entendent que t'as une sclérose. Elle a dit à voix haute, comme ça, comme si t'étais dans un souk, dans un marché, voilà, du poisson, du tomate. Non, mais c'est vrai. C'est une sclérose. Non. Ouais. Enfin, elle est bonne, elle est du jour. Celle-là, c'est une faute. Ça. Avec poussée en attente, là. Non, mais c'est une faute. C'est grave, moi, ça m'a choqué, ça. C'est ça. Ouais, ça fait un peu ça. Ah ouais, ça m'a choqué. Et encore. Qui avait sclérosé? Non, vous en voulez pas une? Bon, alors, une Parkinson, non plus. Ah, c'est là, c'est bon, hein. Ça va vite régler, hein. Ok, j'apprends, allez. Bon, alors. C'est à moi. Alors. Ah, il te met des aides en route, finalement, ça va pas durer longtemps, hein. C'est là. Ah ouais, ça a été. Ouais, ça va vraiment rigoler qu'en pleurer, mais bon, franchement, non. Ben avec beaucoup de recul aussi, tu as écrit ce livre. Ouais, il y a vraiment des manquements. Moi, je trouve qu'au niveau de. Là, la HAD, pour ta mère, c'était juste impossible ici. Ouais, hein. ils n'auraient jamais dû mettre ça. J'aurais jamais dû mettre ça en place ici. Hein. Elle aurait dû être hospitalisée tout de suite et être suivie à l'hôpital jusqu'à un soin palliatif. Ça m'aurait évité de vivre ça. Avec des visites. Et encore, non, je crois que c'est plus important. J'ai eu la chance qu'elle soit pas morte devant mes yeux, parce que là, ça aurait été traumatisée. Parce que c'était à 2 doigts, des fois. Hein. Tu pouvais pas, t'aurais pas pu. De toute façon, on était à quoi? À 3 mois de sa mort, hein, donc. Elle avait une forme bulbaire, elle s'étouffait tout le temps, elle a fait une fausse route, elle aurait pu crever, elle l'a récupéré là-haut. Après une fausse route, je n'aurais pas eu, une aperçue. Tu vois? Non. T'imagines? Puis si elle est morte en pleine nuit, tu te rends compte, qu'est-ce que tu fais? Tu appelles le médecin. Ben ouais, quand elle s'est mise à crier comme une folle en pleine nuit, tu dis, maman, elle s'est descendue. Elle fait une crise d'angoisse. Je dis, maman, mais arrête, qu'est-ce qui t'arrive? Une crise d'angoisse. Ah ouais, elle a fait une crise d'angoisse parce qu'elle aussi, elle a souffert. Hein. Voilà, ben oui. Ben ouais, elle était en prison. Il fallait déjà la sédater, déjà. Parce qu'elle n'arrivait pas. Il fallait déjà la sédater à ce moment-là. Elle n'a rien à faire ici. Pour l'endormir. Et le médecin, moi, j'avais bien fait là. C'est odieux. J'avais dit à l'infirmière, ben, elle a une prescription de morphine, mettez-la sur morphine. Ma mère, elle dit, jamais de morphine. Tu comptes sur le coup? Elle ne devait pas savoir ce qu'on devait lui faire. Il y a quelqu'un au-dessus qui lui fasse ça. C'est tellement sédaté qu'elle s'en rend compte de rien. Qu'elle s'en rend de rien, elle s'endort. Donc là, la morphine, c'était égal à ma grand-mère qui a été mise sur morphine à l'époque où elle donnait ma boule. Ça devait être ça dans sa tête, tu vois. Et après, ça, aussi, les doses de morphine, ça accélère. Ouais, mais bon, c'est ce qu'elle voulait. De toute façon, ça dure pas longtemps, ça traîne pas. Tu pèses la souffrance ou. Ben voilà. Non. Ils se rendent pas compte, hein. Il faudrait qu'ils lisent mon livre, hein, les médecins, parce que les médecins, ils lisent pas le livre des gens. Mais disons qu'ils se mettent pas à la place. C'est quand eux, ils ont une maladie, qu'ils se rendent compte peut-être que comment ils sont traités. Ils se rendent compte, mais je pense qu'ils se mettent pas suffisamment. La situation, c'est que non seulement tu as une maladie, et en plus, tu as des proches qui ne veulent pas t'aider. Toi, tu étais seule, hein.
T'avais ta tante et ton... Moi, je sais que là, n'ont pas d'enfants, ils n'ont pas de parents adorables. Ben, le jour où je vais devenir merde, ben, c'est pour ma pauvre, tu te démerdes toute seule. Tu vois? C'est ça, hein, aussi. Bref, donc... T'as des amis, quand t'es entouré et tout, on ne va pas te laisser si jamais... Oui, mais je sais pas qui risque d'être malade avant toi. Il n'y a pas... Ouais, t'as pas ce famille, voilà. Où t'as des enfants qui ont vu... Je peux penser à qui disait une personne de confiance, mais je sais pas. On va faire appel à sa mère, et c'est dur des fois, hein, de se dire... Toi, t'as désigné une personne de confiance? Une fois, je l'ai fait pour toi, tu te rappelles? Quand j'avais été opérée de la vésicule. Ouais. Non, bah oui, non. Mais oui, c'est clair. La personne de confiance autour de moi, c'est toi. Bah, moi, je t'accompagne. Voilà, si voilà, tu t'accompagnes, si tu me désignes une personne de confiance, bien sûr, je tiendrai. Oui, c'est toi. C'est toi. Bah, parce que je ne sais pas faire mon frère, je vais demander ça, surtout pas. Oui, t'as sa cible. Après, c'est souffrance. Allez-y. Allez-y, tout de suite. Non. Combien il lui reste sur son compte? Ouais. Allez-y. Je vais aller retirer avant. Tout de suite. Ce soir, je veux qu'elle soit morte comme ça. Demain, je vais voir le notaire. C'est malheureux, lui. Non, je fais ça. Bah oui, c'est comique, mais en gros. Voilà, je ne ferai pas confiance. Non, je ne ferai pas confiance. Et enfin, en Australie, il ne va pas s'en charger. Ouais, il est loin, lui. Il est loin. On a eu assez bavé avec ma mère. Hein, donc, voilà. Eh ben, ouais. Et je reprends l'appareil parce que je me suis rendu compte que je n'avais pas terminé ce chapitre. Donc, je vous montre à quoi ressemble mon livre. Voilà. Je vais le réduire un peu parce que sinon ça va être trop long. Voilà. Tout ce que j'ai lu. Donc, vous allez voir des photos, parce que c'est mon livre d'origine. Voilà. Ma mère, quand elle était petite, ses parents. Donc, sa mère était prof de maths, son père chirurgien. C'est un dessin qu'elle avait fait quand elle était à Paris. Voilà, je passe. Ensuite, je sais où j'en suis là. Consultation. Puis là, c'était ma mère en déambulateur. Là, ça c'est une image, hein, c'est pas elle. Pompier, le smiley. Là, c'était la chambre comme elle était installée en bas avec la potence et médicalisée. Ça, c'était la palette qu'elle utilisait pour pouvoir correspondre avec moi. Voilà. Après, on a... Là, c'était le fameux dessin qu'elle avait fait pour dire qu'elle avait... Si elle n'était pas revenue dans 5 minutes, il fallait appeler les pompiers. C'était un séchat. C'était mon oncle et ma tante. Voilà, ça vient de là, je crois que... En désert spontané, bienvenue. Voilà, ça je l'ai lu, ça je vous l'ai montré. Voilà, et c'est là où je me suis arrêtée. J'aurais dû continuer. Donc, je vais mettre 100%. Voilà. Alors, donc, j'avais marqué... Là, on est à la page 66. On est à peu près à moitié. Intervention de l'association Sphère. Donc là, je vous avais parlé juste avant le combat de déambulateur. Voilà. Alors, entre-temps, Jaïla est partie, elle n'est pas restée longtemps, elle est restée quoi? Elle est arrivée à 11h, midi, elle est restée 1h30. Le réseau Sphère, soit palliatif, hôpitaux et réseaux externes de santé, est une association, loi de 1901, créée en 2003, qui nous avait été proposée par le neurologue du centre de la SLA. Après que je lui avais confié par mail, ne plus m'en sentir toute seule. Il m'avait donc parlé de ce réseau qui accompagne les patients atteints de maladies graves et avancées dans le projet, maladies graves et avancées, dont le projet est le maintien au domicile. Alors j'en discutais avec Jaïla et elle m'a dit, mais compte tenu de ton état, de celui de ton père, jamais ils auraient dû autoriser une HAD pour ta mère. Ils auraient dû l'hospitaliser jusqu'à sa fin, quoi. Il fallait pas je pense que j'ai vécu, j'aurais jamais dû le vivre. Bref. D'un côté, savoir qu'on a envoyé notre mère à l'hôpital pour finir ses jours là-bas, je sais que la mère elle voulait finir ses jours à la maison, mais encore faut-il que ce soit possible. J'ai donné l'exemple ce matin à Jaïla, de lui dire le voisin, il avait le cancer, et ma mère elle n'a pas compris pourquoi, au moment où il s'est mis à cracher du sang, sa femme l'a envoyé au CHU. Je dis, ben attends, toi tu te mets à cracher du sang, moi tu te mets à être étouffé, j'appelle les pompiers, même si je sais que tu vas mourir. Bien sûr, c'est inéluctable, mais
pas laisser mourir dans la souffrance. Et là, en l'occurrence, elle souffrait, mais nous aussi on souffrait, quoi. Ça, c'est une réalité qu'il faut comprendre. Et quand c'est possible, bah, la personne elle meurt chez elle. Et quand c'est pas possible, là, c'était pas possible. Et ça me met en rogne. Je dis, oh maman, réveille-toi là. Tu te rends pas compte. Alors, voilà. L'objectif est d'accompagner le patient, son entourage, ses intervenants, en leur offrant une écoute et un soutien. Et non, c'était pas un écoute et un soutien quand on voulait, c'était une prise en charge totale, quoi. Un matin de décembre, l'équipe de l'association était venue pour nous voir, dont une infirmière et un psychologue. Cela avait été profitable à ma mère parce qu'elle avait pu un peu s'exprimer par écrit sur ce qu'elle ressentait. Elle leur avait confié avoir vécu une enfance difficile, que son rôle d'aidant était peut-être la cause de l'apparition de sa maladie. Elle avait pleuré en racontant qu'elle avait imaginé une autre fin pour elle. Ma mère et moi avions espéré pouvoir profiter de la vie le jour où elle n'aurait plus à s'occuper de son mari comme elle le faisait depuis des années. Pour nous, c'était son choix. Elle voulait se remettre au dessin et à la peinture, ce que moi j'ai fait. Elle aurait bien aimé aussi pouvoir visiter les châteaux de la Loire. On avait également notre projet du livre des docteurs à côté de la plaque. Elle avait toujours trouvé des tas de raisons pour repousser à demain ce qui lui tenait à cœur de faire. Du coup, moi, ça m'a donné une fin de vivre. Je me suis dit, attends, on se rend compte que procrastiner, à la fin de dire on fera ça un jour, on fera ça un jour, mais la vie, elle n'est pas éternelle, quoi. Donc l'intervention de cette association avait été un peu comme une respiration durant cette période difficile. Sur les conseils de l'orthophoniste de mon père et de ma kiné, qui m'avait alerté sur l'état de santé de ma mère qui était en danger et sur l'importance de faire quelque chose, j'avais décidé d'appeler le médecin généraliste. 9e, hospitalisation en urgence. Le mercredi 10 décembre 2015, le généraliste avait pris la décision d'hospitaliser ma mère, bien que cette dernière n'était pas du tout d'accord. L'état de ma mère était mauvais ce matin-là. L'assistante de vie, l'assistante de vie, avait eu beaucoup de mal à la lever. Elle ne tenait plus sur sa jambe. C'était là. Donc le 10 décembre, elle était là. Ok, je crois que c'était fin décembre, mais non. Donc à partir du début décembre, on avait des devis. Mais ma mère ne voulait pas partir au CHU. Elle devait sûrement se dire que de quitter la maison, c'était le début de la fin pour elle. Mais il fallait bien qu'elle accepte le verdict du médecin. Elle était déshydratée et dénutrie. Assise sur la chaise blanche en plastique dans sa chambre, elle tentait de montrer qu'elle pouvait encore se lever, parce qu'elle ne voulait surtout pas partir. Mais elle ne pouvait plus du tout se lever seule, sans aide. Elle ne comprenait pas parce qu'elle le pouvait encore hier. Elle me dit, j'arrivais. Donc elle essayait de se lever, elle se tapait contre le... J'étais folle. Je voyais ma mère faire des efforts surhumains pour tenter de se lever de sa chaise, parce qu'elle ne voulait pas partir, mais sans y parvenir. Elle était dans sa chambre avec son yaourt. Sa tête tapait contre le mur à chaque tentative. Pendant ce temps-là, le médecin était dans le couloir, dans l'entrée du haut, et cherchait à joindre une ambulance. Je l'appelais afin qu'il m'aide à convaincre ma mère d'arrêter au plus vite d'essayer de se lever seule. Moi, docteur, venez. Ma mère se tape la tête contre le mur, elle va se faire mal. Le docteur, Madame Borelli, arrêtez. Ma mère s'était alors mise en pleurs. Non, s'était mise à pleurer et demandait à pouvoir ne partir que lundi prochain, une fois que son lit à eau serait descendu en bas et sa chambre préparée pour la recevoir. Ah là là, maman, le médecin lui répondait qu'il ne pouvait pas repousser son entrée au CHU vu son état. J'étais rassurée de savoir ma mère partir au CHU car sinon elle aurait fait descendre son lit à eau de l'ancienne salle à manger pour rien, vu qu'il lui fallait un lit médicalisé. Je savais que ce dernier allait devenir indispensable pour elle, pour qu'elle puisse recevoir des soins en hospitalisation à domicile. Le docteur avait bien compris, lui aussi, que ma mère prenait sans cesse des risques en restant à la maison qui n'avait pas du tout été aménagée pour faire face à son état. Elle pouvait à tout moment tomber dans les escaliers ou bien faire une fausse route. Mon père et moi étions impuissants à la prendre en charge correctement. On ne pouvait que constater son état de déshydratation et de dénutrition qui justifiait son départ au CHU, pour au moins quelques jours, le temps qu'on installe une hospitalisation à domicile. On n'aurait jamais dû faire ça. Le docteur B licencié. C'était un véritable déchirement d'imposer à ma mère de partir, mais c'était une décision indispensable à prendre. La messe est dite. Comme l'avait exprimé le médecin généraliste par cette expression, la maladie avait avancé bien trop vite et il n'était plus possible de faire machine arrière. Après avoir passé plusieurs heures aux urgences, ma mère était transférée au centre de la SLA pour y recevoir des examens qui confirmaient l'aggravation de son état. Des examens cliniques, je ne pense pas qu'ils lui ont fait passer autre chose.
Donc ouais, quand elle voulait plus de médecin, elle disait licencié. Licencié, le médecin. On va avoir qui pour s'occuper de toi maintenant? Bref, de toute façon, le médecin généraliste, c'était fini, il n'est plus en action. Partie 3. Quand la SLA tue ma mère à petit feu. Donc ça, c'est pour demain. La suite. Quand il y aura déjà là. Voilà. Voilà. Bon, je vais faire ça. Et après, parce que c'est éprouvant, hein. Je fais des cauchemars cette nuit. Bon, bref, c'est normal. Et là, ça va être 7 ans de son décès, le 13 février 2023. Et moi, je vais partir en mars. Donc c'était l'occasion aussi de faire un deuil aussi de la maison, de revoir sa fin de vie pour refaire un deuil un peu. Voilà, il y a le pack maison, ma mère a voulu être enterrée ici, donc mon frère a respecté sa volonté, voilà. De toute façon, on a toujours fait ce qu'elle voulait, hein. Honnêtement, on était des enfants très sympas, peut-être un peu trop, je trouve. Bref, voilà, je m'arrête là. La suite est demain.